Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 politique, une fois par mois, ici en plateau, à Guyancourt. Je reçois donc un élu. Après Benoît Hamon, c'est aujourd'hui David Douillet, lui aussi est député des Yvelines, conseiller régional, chef de file Les Républicains dans le département. Il apporte un soutien sans faille à Nicolas Sarkozy, qu'il espère voir remporter la primaire de la droite et du centre. Avec lui, nous parlerons de l'actualité politique, mais aussi des principaux sujets à la une des médias ces derniers jours. Bonsoir David Douillet. Bonsoir. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est en train de décrocher dans les sondages. Selon le Figaro, il est autour de 30% d'intention de vote sur le premier tour, contre 41% pour Alain Juppé. Est-ce que tout est déjà joué, plié? Non. Foncièrement, non. Je pense pas. Et c'est d'ailleurs paradoxal. J'en discutais hier sur un déplacement qu'on a pu faire avec Nicolas Sarkozy à Nancy et à Metz. C'est pas ce qu'on vit sur le terrain. C'est très étonnant. Entre ce que les sondages expliquent, enfin en tout cas montrent, et ce qu'on vit sur le terrain, et pas forcément sur des déplacements très politiques, en tout cas ce que j'entends, de gens qui sont pas forcément hyper politisés, enfin voilà, monsieur tout le monde, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est très étonnant. Donc là, il y a un décalage, j'ai du mal à me l'expliquer, entre ce qui est révélé dans les sondages et ce que les gens vous disent. C'est très étonnant. Donc on verra bien. À mon avis, je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le dit. Et je pense aussi qu'on n'est pas loin... Enfin, je pense qu'on va virer en tête. C'est mon avis personnel. En tout cas... La stratégie, en tout cas aujourd'hui, c'est d'attaquer François Bayrou, soutien d'Alain Juppé, d'attaquer le centre. François Bayrou qui représente... C'est pas une stratégie. On s'en serait bien passé, je dirais. Pourtant, en ce moment, les attaques se multiplient contre François Bayrou et cette alliance avec le centre et Alain Juppé. Monsieur Bayrou s'est invité dans la campagne des primaires de la droite, alors que ces dernières années, il nous a plutôt démontré qu'il était de gauche. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Franchement, ce que je respecte, c'est les hommes qui ont une vraie colonne vertébrale. Voilà. Benoît Hamon est de gauche, je le connais, je l'apprécie beaucoup, voilà, il n'y a pas de problème. Je suis droite, voilà. Demain, Benoît va pas venir dans les rangs de la primaire de la droite pour dire quoi que ce soit. Bon, voilà, évidemment, et il aura raison. Donc là, quand quelqu'un qui a voté pour François Hollande, ou quelqu'un encore, et je me souviens, qui ait pu voter ce qu'on appelle des motions de censure, donc contre des gouvernements de droite lorsqu'il était parlementaire, et là je parle du discours, du vote de motion de censure qui a eu lieu après le discours de Fillon à l'Assemblée, ou encore celui d'avant, donc qui a voté avec la gauche, là je comprends plus. Mais Alain Juppé aujourd'hui explique que pour gagner de toute façon, et pour l'avenir du pays, il faut rassembler aussi plutôt vers le centre, plutôt que vers l'extrême droite. Non, mais pour diriger un pays, il faut rassembler, c'est évident. Bon. Mais de là, on est dans une primaire de la droite et du centre. Pas de la droite et du centre, gauche, gauche, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je suis désolé, monsieur Bayrou, et je ne parle pas du reste du MoDem, parce que bon nombre d'entre eux, et j'en connais, et en particulier ici dans notre département, ne sont pas d'accord avec ce qu'a pu faire monsieur Bayrou dans le passé. Et ça, c'est à noter. Donc, voilà, quelqu'un qui refuse les règles de la primaire, en se disant, demain, si c'est Nicolas Sarkozy qui gagne, je me présenterai. Donc voilà. Mais si c'est Alain Juppé, je ne me présente pas. Donc il fait ce qu'il veut. Voilà. Qui a fait passer la gauche en 2012, etc. Enfin, il s'invite, personne ne l'a invité. Et puis, on s'étonne que... on ne soit pas d'accord. Ben non, on n'est pas d'accord. Voilà. Qu'il choisisse son camp une bonne fois pour toutes et qu'il accepte les règles une bonne fois pour toutes. Vous parliez de cette primaire, la primaire justement, votre sentiment, est-ce que la campagne se déroule dans un climat plutôt serein? On assiste là oui. Tout de même à des petites phrases de temps en temps. Oui, c'est tellement ridicule. Puis les petites phrases, je le note moi de l'intérieur, sont plutôt dites par les deuxième, troisième, quatrième couteaux. Alors, en général, les têtes de liste envoient plutôt justement les seconds couteaux. Oui, mais enfin, c'est pas le jeu, franchement. Le sujet est sérieux, il s'agit de l'avenir. Il est fort à parier que celui qui gagne la primaire devienne le prochain président de la République. Voilà, c'est sérieux, il s'agit de l'avenir de la France. Voilà, et Dieu sait s'il y en a besoin de s'en occuper, de son avenir à la France. J'aimerais qu'on évoque le cas de Jean-Frédéric Poisson, le député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate, qui est candidat à cette primaire. Il est passé devant les instances de votre parti pour ses propos sur les lobbyistes qui influent les choix d'Hillary Clinton. Il s'est excusé depuis. Il n'a pas été exclu par la haute autorité pour la primaire de la droite. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il fallait l'exclure?
Il s'est excusé. Voilà. Ça va tellement vite. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur quelqu'un que je connais bien en plus. C'est un excellent parlementaire. C'est un bon compagnon pour l'Assemblée nationale et aussi dans les élites en tant que parlementaire. Une parole, on peut tellement vite déraper. Il s'est excusé. Est-ce qu'on serait dans le seul pays où on n'a pas le droit d'avoir plusieurs chances, une seconde chance? Enfin, je ne serais pas de ceux qui vont l'accuser ni l'accabler, et je suis content qu'il puisse rester dans la primaire. Et on va l'écouter justement revenir sur ses propos et les excuses qu'il a formulées depuis. Écoutez. Cet incident a été assez largement fabriqué en réalité. Il y a deux choses. Il y a l'émoi que je comprends de la communauté juive française qui réagit de manière extrêmement inquiète à chaque fois qu'elle entend revenir des mots ou des termes par lesquels elle peut se sentir concernée. Je comprends cet émoi et c'est ce qui a justifié ma réaction de ce matin sur France Info. Mais il y a aussi la réalité politique qui consiste à pouvoir, quand on est candidat à une élection en France, critiquer, et on en a le droit, à la politique de l'État d'Israël quand on considère que cette politique, dans certaines circonstances, quand certaines formations politiques sont au pouvoir en Israël, c'est plus vrai que quand d'autres y sont, mais la dignité du peuple palestinien est aussi pour moi un sujet de préoccupation parce que c'est un des éléments de la paix au Proche-Orient. Voilà ce que j'ai pointé. Si donc mes collègues veulent avoir un débat et m'interpeller sur la politique des États-Unis au Proche-Orient, allons-y. Si c'est pour toute autre forme de raison, le débat n'aura pas lieu. Il n'y a pas de débat d'ailleurs. Ils me connaissent. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Jean-Frédéric a ses idées, elles sont claires. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'est pas antisémite, mais alors pas du tout. Simplement, il a une critique par rapport à ce que peuvent faire les États-Unis dans le Proche-Orient. Moi aussi, j'ai mon avis. En tant que parlementaire français, je considère que les États-Unis ont commis beaucoup d'erreurs sur l'ensemble de ces territoires. Voilà. Et qu'on n'est pas obligé de les suivre à chaque fois. Que le général de Gaulle nous avait expliqué, fait comprendre qu'on était suffisamment grand et fort et puissant pour avoir nos propres décisions. On a réintégré l'OTAN depuis, malheureusement, et ça s'est fait avec Nicolas Sarkozy. Malheureusement, le dernier gouvernement et le président de la République nous a montré un petit peu l'inverse ces 5 dernières années. Mais ça avait été impulsé sous Nicolas Sarkozy, ce rapprochement avec les États-Unis aussi. Oui, mais qu'on se rapproche des États-Unis, c'est pas le souci, mais qu'on soit respecté, c'en est un autre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus respectés, ni au niveau de l'Europe, ni au niveau des États-Unis. Et ça, ce n'était pas les caractéristiques du gouvernement de Nicolas Sarkozy, bien au contraire. Un dernier mot rapidement sur Jean-Frédéric Poisson, même si cette affaire du lobby sioniste, la page est tournée, malgré tout, depuis, il a tenu d'autres propos et il avait aussi précisé qu'en cas d'un deuxième tour entre Alain Juppé, par exemple, et Marine Le Pen, rien n'était joué pour lui et qu'il ne voterait pas forcément pour Alain Juppé. D'ailleurs, les instances de votre parti lui ont rappelé les règles. Il faudra voter et se ranger derrière celui qui sera désigné. J'imagine que vous partagez l'avis de ces instances, mais au-delà de ça, ça traduit tout de même que ça va être difficile de rassembler après. Je n'ose pas imaginer Jean-Frédéric Poisson est quelqu'un qui a une colonne vertébrale et a des règles et une vraie conduite. Donc il a accepté les règles au départ, je ne le vois pas se déjuger en cours de route. Voilà. En tout cas, changer d'attitude. Donc à moins qu'il me le dise devant moi, en face, et là je serai obligé d'acter ça, mais en tout cas, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, et j'espère qu'il respectera ces règles. On continue à parler de l'actualité politique dans le département et on va parler d'un autre candidat qui est loin d'avoir des bonnes relations avec Nicolas Sarkozy. Vous n'allez pas me contredire, c'est Bruno Le Maire tout de même. Bruno Le Maire qui était en meeting à Saint-Germain-en-Laye. On revient sur ce meeting, le reportage de Nicolas Kirillovitz sur les images d'Yveline Première. Nous allons arriver au sommet, quelles que soient les difficultés, parce que les Français veulent le renouvellement de la vie politique. Faire preuve de renouveau, Bruno Le Maire veut garder le cap et répète son message à l'envi depuis des semaines. Un slogan et une marque de fabrique également scandé hier par l'ancien ministre de l'Agriculture en meeting à Saint-Germain-en-Laye et qui semble ravir ses futurs électeurs à la primaire. C'est déjà ce qui me pousse à aller vers Bruno Le Maire, puisque j'exclus voter pour quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire vierge. J'exclus de voter pour les sortants, puisqu'ils ont un bilan. Le fait de porter une certaine éthique, pour moi, c'est très important. Un certain dynamisme, une jeunesse et l'envie de nouveau.
Éducation, sécurité ou encore économie, le candidat à la primaire a développé une partie de son programme devant plusieurs dizaines de ses partisans. Lui qui reste optimiste malgré des sondages qui le placent loin derrière encore les ténors du parti. Beaucoup de gens me disent voilà, on voterait bien pour vous, mais on veut avoir l'assurance que Nicolas Sarkozy soit battu, donc on va voter pour Alain Juppé. Je trouve que ce n'est pas une bonne motivation pour son vote. On doit voter pour un projet et pour une personne qui porte ce projet, pas contre un homme ou contre une personne. Ce deuxième déplacement dans les Yvelines en l'espace de quelques mois a permis également aux députés de l'Eure de mesurer ses soutiens dans le département. On a aujourd'hui environ 1200 militants sur le département, ce qui fait une force de mobilisation importante. Et on a aujourd'hui à peu près 120-130 élus locaux qui nous ont rejoints, un certain nombre de maires, Laurent Brosse, Philippe Benassaïa, Bernard Grouchko, plusieurs conseillers départementaux et régionaux. Et donc on a une vraie force politique et populaire qui permet de porter notre candidat. Prochain grand oral pour Bruno Le Maire, jeudi 3 novembre, date du deuxième débat de la primaire. David Douillet, invité du 7-8 politique. Pour Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy est un loup-garou. Il a déclaré « J'ai sous-estimé à quel point Nicolas Sarkozy est rejeté par notre propre électorat. Dès qu'il s'est déclaré, ce fut le retour du loup-garou. Les gens ont choisi pour celui qui était le mieux placé pour le battre. Alain Juppé est ainsi monté. Et puis moi, je suis descendu dans les sondages. » Je ne pense pas que ce soit la meilleure formule du monde. Voilà. Là aussi, on est dans les petites phrases, malgré tout. C'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des jeunes loups, il y a des loups-garous. On ne va pas faire un étalage animalier sur cette affaire-là. Il y a des vieux loups aussi. Bon, bref. Les petites phrases, ça n'a aucune espèce d'importance. Bruno, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est quelqu'un de grande qualité. C'est quelqu'un dont on aura besoin pour continuer à ce que la France reste un grand pays. Elle a été déclassée ces 5 dernières années. Ça, c'est le constat. Moi, je constate aussi que Bruno a fait partie du gouvernement de Nicolas Sarkozy, comme Alain Juppé d'ailleurs, hein, comme François Fillon. Ouais. Bon, donc j'entendais parler de bilan, moi-même j'en ai fait partie. Tout le monde a un bilan dans ce gouvernement. Voilà. Et tout le monde s'extrait en disant, voilà, coucou, perché, maintenant on ne peut plus me toucher. Non, il faut être honnête. On aura besoin de toutes les qualités des uns et des autres. C'est pour ça que je n'ai pas de conseils à donner, je ne suis pas là pour ça, mais franchement, toutes ces petites phrases n'ont pas leur place. Les compétences de ces personnes-là, que j'estime beaucoup, de Juppé jusqu'à Le Maire, en passant par François Fillon, on en aura besoin. Voilà, ce sont des gens de qualité pour les fonctions d'État. David Douillet, nous poursuivons ce 7-8 politique avec à présent notre séquence réalisée en partenariat avec le lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux. Cette année, les élèves de terminale ES du lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux qui suivent une spécialité en sciences sociales et politiques s'expriment sur notre antenne. Ils vont voter pour la première fois en 2017, donc pour la présidentielle, pour les législatives. Je vous propose de les écouter. Ils évoquent aujourd'hui notamment leur regard sur les députés. Est-ce que je me sens concernée par les législatives? Enfin, quand je vais pouvoir voter, personnellement, c'est difficile de poser la question maintenant, étant donné que les législatives, un député, on ne sait pas vraiment s'il sert vraiment à nous représenter ou pas. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, ni ce qu'il dit, ou bien on le voit pratiquement jamais. Et moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il fait réellement. Déjà, ils sortent tous des mêmes écoles, donc ils ont à peu près tous les mêmes idées, les mêmes formations. Après, ça change un petit peu, mais globalement, c'est la même chose. Après, je pense que quand ils se présentent, eux, ils croient un minimum à leurs engagements, mais après, avec un manque de recul, je pense qu'ils n'arrivent pas à les tenir. Actuellement, il n'y a que des candidats de plus de 60 ans, donc pour représenter la jeunesse, c'est pas top. Ils savent que s'ils disent vraiment ce qu'ils vont faire quand ils vont être élus, ils n'auront pas beaucoup de chances d'être élus. Du coup, ils vont tenir des promesses qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas assumer. Moi, je les vois un peu comme des carriéristes. Enfin, les grands hommes politiques, je veux dire, pas forcément au niveau municipal, mais dès qu'on arrive aux législatives, aux présidentielles, par exemple, pour moi, les députés, ils sont là, on les voit pendant la campagne, et après, pas forcément, s'ils ont d'autres places ou une meilleure opportunité, ils vont la saisir. J'irai voter pour quelqu'un que je sais qui a des vraies solutions, en fait, qui explique bien ses solutions et qui réussit à les développer correctement et non à dire oui, je vais baisser le chômage, mais sans rien dire à côté et en ne formulant aucune réponse concrète.
je voterai pour quelqu'un voilà, qui a des promesses solides. C'est assez inquiétant malgré tout ce qu'on a entendu de la part Oui, de mais ces intéressant, jeunes de parce que terminale. je suppose que On les vous- a pas orientés, nous sommes vous allés aimez- les voir et ils se sont exprimés. Ouais. Ils n'ont pas du tout confiance envers leurs politiques, leurs représentants. Franchement, vous et moi, à leur âge, est-ce qu'on aurait dit la même chose, vrai ou pas? Peut-être. Bon, ils sont très jeunes en fait, c'est normal. Mais ils ont quand même voté pour la première fois et Oui, ils ont oui, c'est assez vous savez, représentatif J'ai un aussi. fils qui a leur âge, pense j'essaie de pareil. le cultiver. Oui, il pense à peu près la même chose. Hein. Mais bon, alors c'est différent parce qu'il me voit travailler, il sait ce que fait un député et pourquoi et à quoi il sert. Mais d'abord, on ne sort pas tous de la même école. J'en suis. Forcément. Voilà, je n'ai pas fait une école de député, ni l'ENA, ni voilà. Moi, j'ai fait l'école de la vie, ce qui est la meilleure à mon avis. Un député sert à quelque chose parce que comme les sénateurs, il fabrique la loi et il sert à amender, c'est-à-dire à améliorer ou contrôler ou vérifier que les projets de loi d'un gouvernement coïncident bien avec ce qui se passe dans la vraie vie. Bon. Et puis, troisième chose, lorsqu'un député développe son programme, eh bien, après, vous pouvez le suivre. Il y a des sites pour ça. Et puis, si un député vous promet qu'il fera baisser le chômage, vérifiez bien que lorsqu'il votera pour la réforme du Code du travail, il soit bien là et qu'il le fasse vraiment. Parce que le chômage peut être baissé tout de suite, moi je le dis, là, ici en direct, sur TV Fil 78, s'il y a une vraie réforme du Code du travail. Nos artisans n'attendent que ça, et nos PME aussi. Et, important, je considère qu'un parlementaire, pour qu'il soit efficace, ait une vie avant. Voilà, qu'on ne fasse pas que de la politique dans sa vie. Moi-même, j'ai eu une autre vie avant, j'ai été chef d'entreprise aussi, et maintenant je suis parlementaire. J'ai une expérience de la vie. Mais c'est ce qu'ils demandent justement, plus de représentativité en tout cas. Ils ont raison. Et on en revient sur un autre sujet qui a été abordé dans l'actualité récemment, c'est ce manque de représentativité et puis le sentiment que les politiques sont coupés du terrain. Et forcément, je vais vous emmener sur cette déclaration, sur cette réponse de Jean-François Copé, sur le prix des pains au chocolat par exemple. Est-ce que c'est une bonne illustration? Est-ce que ça peut servir d'exemple pour dire, regardez, les politiques sont coupés de la réalité? Franchement, j'ai fait un test auprès de ma femme, je lui ai demandé combien valait 1 kilo de poireaux, elle est incapable de me répondre. Elle connaît le prix de son caddie, par contre. Hein, voilà. Donc, tout ceci, c'est du journalistiquement croquant, mais il faut qu'on arrête avec ça. En revanche, être connecté à la vie, c'est quoi? C'est connaître les citoyens, leurs problématiques, etc. Et les députés, en général, font ce qu'on appelle zut, le mot m'échappe, reçoivent du public avec des gens qui ont un certain nombre de problèmes et essayent de traiter. Des permanences, merci. Des permanences. Merci beaucoup. Un député aussi, comme moi, ce que je fais, rassemble tous les 2 mois à peu près, en moyenne, l'ensemble des élus de son territoire pour connaître aussi leurs problématiques, les maires y compris. Un député aussi, et c'est mon avis, on se coupe d'une information si on va jusqu'au bout du non-cumul des mandats. Pour moi, on devrait pouvoir cumuler un certain nombre de mandats par rapport aux tailles de mandats. Par contre, être maire et député, c'est possible? Oui, mais ça dépend de quel type de mairie, de la taille, etc. Tout n'est qu'une histoire de temps et du temps qu'on a dans une journée. Voilà. Et ça, il faut le cadrer. On peut l'encadrer. Voilà. Taille de ville, d'agglomération, etc., parce qu'il y a ça aussi qui est rentré dans le jeu aujourd'hui. Mais je serais plus un fan du non-cumul dans le temps. Voilà. On pourrait s'imaginer qu'un maire ou qu'un député ne fasse que 2 mandats, et puis laisse la main. On pourrait imaginer aussi qu'il y ait un peu moins de députés et de sénateurs. Pourquoi pas? On pourrait imaginer que quelqu'un puisse se présenter à une campagne, à un poste d'élu, que s'il a fait 10 ans d'activité professionnelle en dehors du giron politique. Ça serait aussi pas une mauvaise idée, à mon avis. Voilà. Bon, tout ça conférerait à ce que les parlementaires, à ce que les hommes politiques aient connu la vraie vie et soient beaucoup plus pertinents sur ces sujets pour assurer nos jeunes téléspectateurs et étudiants. On va passer à la dernière séquence de cette édition où on va évoquer quelques sujets d'actualité. Auparavant, puisque Jean-François Copé a eu droit à sa question sur les pains au chocolat, Nicolas Sarkozy, j'ai lu récemment sur les chouquettes aussi, le prix d'un croissant.
Le prix d'un croissant, c'est le prix d'un chocolat, ça dépend des régions. À Bourg-en-Bresse, on le paye à 0,80 centimes. Je dis ça parce que j'en mange un peu. Là, en région parisienne, on est autour d'1 euro. Autour d'1 euro. Ouais, Bonne réponse. Bonne ça réponse, dépend des David coins. Douillet. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, il y a trop de beurre dedans. C'est comme ça qu'on les aime. On passe à la dernière séquence. Donc de cette demi-heure, on parle de l'actualité, d'un sujet beaucoup moins souriant pour le coup, des migrants, la question des migrants. Il y a le démantèlement actuellement de la jungle à Calais. Au-delà de ça, dans les Yvelines, il y a l'accueil de ces migrants, de ces réfugiés qui posent et qui opposent beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de contestations et c'est ce que j'allais dire, vous en faites partie. Dont je fais partie, oui. Vous, en tant que député, vous vous opposez à l'arrivée de ces migrants sur le secteur et là où c'est en discussion actuellement avec la préfecture, c'est du côté de Rocancourt et Loussienne. Oui, mais moi, on passe en force. C'est ça qui me pose un problème. On passe en force. On ne demande pas l'avis de ceux qui, justement, connaissent leur population et le terrain. Voilà. On va imposer des gens à des populations qui ne sont pas préparées, peut-être, ou en tout cas adaptées, ou formatées, ou en tout cas, oui, préparées pour les recevoir. Donc on va créer quoi? Écoutons les maires, écoutons les élus de proximité. On ne les écoute pas. On dit voilà, monsieur le maire, vous allez en avoir tant, vous allez en avoir tant, et vous allez en avoir tant. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais si on écoute chaque maire va plutôt se tourner vers une réponse négative, va refuser d'accueillir des migrants. Donc ces migrants, on en fait quoi? Le problème... Voilà. Parce que c'est en général pas chez moi, mais chez le voisin. C'est plutôt la réponse qu'on entend. Hein. Mais on est là, on va essayer de répondre à une question, alors que la question se pose au départ, en réalité. Pourquoi avons-nous des migrants? Et comment on les gère? Comment ils viennent? Comment sont-ils arrivés jusque-là? Où vont-ils? Où veulent-ils vivre? C'est ça la vraie question, en réalité. C'est pas de ce qu'on va en faire là, maintenant. Alors on va faire ce qu'on peut. Sauf qu'ils sont évidemment, là la France est un pays, une terre d'accueil, entre ceux qui sont là pour des raisons de sauver leur peau, des raisons politiques, et ceux qui sont là par opportunisme ou par... ils se sauvent la vie aussi de certains États où ils sont dans une pauvreté extrême. Eh bien, voilà, ils sauvent aussi leur peau d'une certaine manière. Puis certains sont très opportunistes dans cette affaire-là. Bon, pour trier tout ça, c'est compliqué. Il s'agit d'humains. Voilà, l'humain, c'est sacré. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la provenance d'un individu. Et il faut les respecter en tant que tels. Mais est-ce que le premier respect d'un individu, c'est pas de lui expliquer ou de leur faire comprendre qu'on n'est pas en capacité de les accueillir? Est-ce que c'est respecter un individu, de le prendre et de ne pas savoir quoi en faire? Est-ce que la pauvreté ici ne sera pas la même qu'ailleurs? Qui peut être fait en amont. Mais on est d'accord sur le travail qui peut être fait en amont. Mais aujourd'hui, concrètement, comment on fait pour ces réfugiés qui sont là, les migrants qui sont là aujourd'hui en France? On les accueille où? On les met dans quel centre? Quelle solution on leur propose? On les renvoie chez eux alors qu'ils risquent leur peau, vous l'avez dit vous-même? Pas tous, pas tous. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire pour savoir qui est qui. Hein, bon. Je vous rappelle que dans les migrants peuvent se cacher aussi un certain nombre de radicalisés, violents. On est bien d'accord. Vous le savez, ça, quand même. Oui, mais là, c'est aussi ce qu'on entend pour faire peur d'une certaine manière aussi. Non, il s'agit de la vérité. C'est pas moi qui le dis, ce sont les services de renseignement. Voilà, c'est tout. C'est pas moi qui le dis. Donc aujourd'hui, le premier des travaux à faire, c'est ce travail de... Même si le mot n'est pas bon, oui, mais non, c'est pas un bon mot, voilà, pas du tout. On va pas l'utiliser d'ailleurs. Mais en tout cas, on veut savoir à qui on a affaire et pourquoi. Et à partir de là, il faut aider les maires, leur demander combien de personnes sont-ils en capacité d'accueillir dignement. Mais ce travail-là, il n'est pas fait. Bien sûr qu'on va les accepter. Bien sûr qu'on va les aider. De toute façon, ils sont là, ces pauvres gens. Il va bien falloir les traiter. Mais discutons avec les élus pour justement que l'accueil soit fait dans de bonnes conditions, que s'il y a des volontés de s'implanter ici en France, ça soit fait dans de bonnes conditions. Mais surtout, il faut arrêter l'hémorragie. Parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de les accueillir sur la totalité. Si on avait le plein emploi, si on avait les moyens, mais aucun problème, bien au contraire. Le premier, je vous le dis. Mais c'est pas vrai. C'est mentir. Un dernier sujet, puisqu'on va arriver à la fin de cette émission. Ces policiers qui sont en colère aujourd'hui, ils ont été reçus par le gouvernement. Il y a eu des annonces sur des moyens qui seront débloqués. Pour autant, on n'a pas le sentiment que leur colère peut s'apaiser. Vous leur dites quoi aux policiers aujourd'hui? Enfin, moi, à titre personnel, que je les soutiens à 1000%, que leur revendication elle est légitime, que le gouvernement sous-estime réellement les conditions dans lesquelles il travaille, que les moyens ne sont pas au rendez-vous,
compte tenu de ce qui s'est passé, je suis désolé. Enfin, quand le ministre de l'Intérieur en est à traiter de sauvageons, c'est-à-dire que, voilà, ce sont des gens... vous savez ce que c'est un sauvageon, quelqu'un qui casse les vitres d'une voiture et qui ensuite jette des cocktails Molotov pour brûler les gens qui sont à l'intérieur, moi j'appelle ça des criminels, pas des sauvageons. Donc rien que ça peut expliquer la réaction des policiers. Mais du côté de la gauche, on explique aussi qu'il y a eu des réductions de budget qui se sont faites sous le précédent gouvernement, et le précédent gouvernement, c'est celui de Nicolas Sarkozy. La suppression aussi de la police de proximité, par exemple. Parce que tout ça, ça a été des erreurs. La suppression aussi. de la police de proximité, par qui? Qui a supprimé ça? La police de la question. La police de proximité, en l'occurrence, elle est gérée par qui? Par les maires. Très bien, mais c'est pas un gouvernement qui supprime la police de proximité. Donc Nicolas Sarkozy a soutenu la police de proximité. Mais ça, il était favorable à ce que cette police de proximité, la compétence d'un maire il l'a considérée efficace. C'est la compétence d'un maire et d'une mairie. Vrai ou pas? Oui, mais la police municipale. Par rapport à ma question, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, vous dites... Moi, j'ai toujours été de ceux, je me déjuge pas, hein, j'ai toujours été de ceux qui ont toujours estimé qu'il ne fallait pas toucher, en tout cas aux forces de sécurité, pour ce qu'il s'agissait d'avant de la RGPP, de la réduction des fonctionnaires. Bon, je le sais parce que moi-même dans ma famille, j'ai des fonctionnaires, enfin j'avais des fonctionnaires, non j'en ai toujours d'ailleurs, des fonctionnaires de police, donc je connais bien le problème, ils me font les remontées du terrain. Mais en tous les cas, au-delà de l'humain, il y a aussi des moyens matériels à préserver. Il y a aussi une gestion aussi du nombre de policiers sur le terrain. Vous savez que j'ai un exemple qui est avec une augmentation des effectifs, on a quand même sur certains territoires des services, notamment le week-end, qui sont très compliqués à mettre en place. Moi, j'ai fait un démarrage de week-end avec le DDSP, le directeur départemental de la sécurité publique. C'est quasiment, faut quasiment une boule de cristal. Bon, il y a les services de renseignement, etc., pour savoir où positionner ses forces. Parce qu'il n'y en a pas assez, quoi qu'on fasse. Même si les effectifs, on les décupler. Conclure concrètement, avec Nicolas Sarkozy, vous soutenez la mise en place d'un plus grand nombre de policiers. Il y aura plus de moyens pour la police. Évidemment, c'est partie obligatoirement. des propositions. Oui. Merci David Douillet. Merci à vous, cette émission est trop courte. C'est toujours trop court. Nous refermons ce 7-8 politique. Rendez-vous fin novembre sur ce plateau, mais d'ici là, le 11 novembre au Parlement européen, le 7-8 politique qui part, vous le savez maintenant, une fois par mois à la rencontre de vos élus qui siègent à Bruxelles ou à Strasbourg. Rendez-vous préparé par Nicolas Kyrilovitz. À très bientôt sur Téléfilm.